Bienvenue à cette formation du projet sur le genre et le droit pénal international axé sur la protection des victimes de violences sexuelles et sexistes liées au conflit. Le projet sur le genre et le droit pénal international est un projet conjoint du Bureau de recherche sur les crimes de guerre et du Programme sur les femmes et les droits de American University Washington College of Law. Le projet sur le genre et le droit pénal international a pour mission de soutenir les tribunaux comme la Cour pénale spéciale pour qu'ils utilisent les avancées du droit international afin de tenir responsables les auteurs de violences basées sur le genre liées au conflit et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes de ces violences. Le projet fournit des outils de recherche, la formation et l'assistance technique aux tribunaux internationaux et nationaux, aux procureurs, aux juges et aux organisations de la société civile qui réclament la justice pour les victimes de ces crimes internationaux graves. Notre projet en République centrafricaine, qui s'appelle « Renforcer la capacité du gouvernement à obtenir justice pour les actes de violence sexuelle et sexiste durant le conflit en RCA », cherche à fournir ce soutien au personnel de la Cour pénale spéciale et aux organisations de la société civile qui demandent réparation pour les victimes de violences sexuelles et sexistes commises pendant la guerre civile en RCA. Ce projet est soutenu par le département d'État des États-Unis. Cette formation se concentre sur les idées fausses dans la poursuite des crimes de violence sexuelle. En premier, nous identifierons des fausses idées sur les crimes sexuels et sexistes et les victimes de ces crimes. Deuxième, nous identifierons les résultats néfastes de ces idées fausses. Pourquoi est-il important de traiter les idées fausses? En premier, ces idées fausses sont très répandues sinon universelles. 2. Ces idées fausses affectent tous les aspects de l'expérience des victimes qui demandent réparation pour des délits sexuels et sexistes. 3. Ces idées fausses affectent toutes les étapes du processus judiciaire, de quelles allégations ont fait l'objet d'enquêtes, à combien ces allégations sont crues, à la façon dont ces allégations sont manipulées dans le procès et finalement comment ces allégations affectent les résultats à la phase de jugement, y compris des décisions de condamnation, aussi bien que l'effet du procès sur les victimes. En fait, ces idées fausses, comme le quatrième point, privent finalement les victimes de justice. C'est dans la nature humaine de voir un conflit, crime commis dans ce conflit, et en quoi rassemble la justice pour ces crimes à travers sa propre perspective, une perspective basée sur ses propres expériences et par une définition limitée. Malheureusement, la plupart de nos perspectives sont affectées par des fausses idées communes au sujet de violences sexuelles et comment et pourquoi il s'est produit pendant le conflit armé ou les attaques répandues sur des civils. Si ces idées fausses ne sont pas adressées, les choix faits au commencement de la phase d'enquête créeront l'éloignement de la responsabilité efficace pour ces atrocités. Une décision mène à des autres et puis à des autres qui ensemble peuvent empêcher l'accès des victimes de violences sexuelles à la justice par voie d'un effet de cascade. Par exemple, la violence sexuelle et sexiste est souvent perçue à tort comme accessoire, opportuniste, isolé, à l'opposé d'une partie intégrale du conflit généralisé et interconnectée avec des autres crimes commis. Ceci empêche des enquêteurs et des procureurs de poursuivre la violence sexuelle et sexiste comme acte de génocide, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité parce que les modèles plus larges ne font pas objet d'enquête et les connexions entre la violence sexuelle et sexiste et les circonstances dans lesquelles elles se produisent ne sont pas établies, le rendant impossible d'établir les éléments contextuels de ces crimes internationaux. De même, l'avis répandu que la violence sexuelle est une offense morale plutôt qu'un crime violent rétrécit pareillement la réponse par des enquêteurs, des procureurs et des juges. Ces acteurs sous-estimaient souvent les effets du viol
et de la violence sexuelle sur les victimes et par conséquent accorde aux affaires de violence sexuelle une priorité faible et consacre moins de ressources limitées disponibles à leur enquête et poursuite, ce qui résulte dans une réduction de ces affaires. Les affaires de violence sexuelle n'obtiennent pas de sentences et réparations adéquates. En même temps, les enquêteurs et procureurs croient parfois de manière erronée qu'un acte de violence sexuelle doit être stratégique dans la nature, commise conformément aux ordres ou la partie d'une politique explicite afin de construire un crime international. Ceci limite inutilement les affaires de violence sexuelle qui sont poursuivies, privant à un grand nombre de victimes aucune voie vers la justice pour les actes qui constituent un fait de crime international grave. Les manières dont chaque décision affecte les options à chaque étape du processus seront discutées ci-dessus. Par exemple, comment la violence sexuelle est chargée et jugée détermina non seulement ce qui ressemble à la justice pour les victimes, mais également le récit qui est pris du procès au sujet de ce qui s'est produit. Voilà les effets de cascade dans les affaires de violence sexuelle et sexiste. En premier, à l'encadrement du contexte. Dès le début, les enquêteurs et les procureurs doivent développer une compréhension du conflit ou de l'attaque contre la population civile qui se produit ainsi que les crimes qui sont allégués d'avoir eu lieu dans le cadre de ce conflit ou attaque plus large. Les décisions concernant la direction des enquêtes et d'affectation des ressources limitées émanent de la compréhension générale qui possèdent les enquêteurs et les procureurs du contexte et des crimes commis. Si cette première vue du modèle de la conduite criminelle dans lesquels les crimes se sont produits minimise, néglige ou ne voit pas la violence sexuelle dans son contexte approprié, ceci placera des enquêtes sur un chemin qui empêche intentionnellement ou involontairement la responsabilité robuste pour ces crimes. Si les enquêteurs arrivent dans un endroit prêt à étudier seulement des massacres et pillages, par exemple, ils seront peu susceptibles de poser des questions sur la violence sexuelle qui a pu avoir accompagné les massacres et les pillages. Si les enquêteurs ne posent pas les bonnes questions, ils requerront la preuve insuffisante pour des crimes de violence sexuelle. Ceci mènera à l'omission aux charges appropriées des documents d'inculpation qui sont difficiles à modifier dans le cas où les preuves de violence sexuelle sont découvertes plus tard dans les démarches. Il peut également mener à un échec de produire les preuves nécessaires pour soutenir ces faits liés aux violences sexuelles sexistes qui sont apportées ainsi que font pression excessive sur les quelques rares témoins identifiés par les enquêteurs. La deuxième étape dans la cascade, c'est l'allocation des ressources d'enquête. Pendant la phase d'enquête, le parquet prend des décisions essentielles concernant la stratégie et de l'allocation des ressources limitées qui affecteront le jugement final des offenses de violence sexuelle. Les décisions initiales qui peuvent exercer un effet profond sur l'enquête de violence sexuelle incluent la décision d'embaucher des enquêteurs de sexe masculin et féminin pour que les témoins puissent avoir des options concernant avec qui ils peuvent discuter au sujet d'informations potentiellement sensibles, la décision de former des enquêteurs d'apprendre comment faire des enquêtes de violence sexuelle de manière efficace. Elle englobe la façon de poser ces questions qui respectent la dignité des survivants et comment protéger les identités des victimes comme exigé. La décision concernant envoyer des enquêteurs par rapport à la carte du crime utilisée, soit les envoyer des
enquêteurs aux locations où les violences sexuelles étaient répandues ou les envoyer aux locations où des autres crimes ont pu avoir été plus répandus. La décision pour diriger des enquêteurs de regarder au-delà des actes apparemment isolés de violences sexuelles pour des connexions entre les crimes de violences sexuelles et d'autres offenses comme dans le cadre de conflits armés comprend des modèles de crimes attestant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou de génocide. La décision pour former des enquêteurs afin de rechercher des preuves des modes de la responsabilité, ce qui permettra au procureur de tenir des supérieurs responsables de violences sexuelles basées sur leur action, sur la commission, la complicité ou la responsabilité de complicité criminelle, ou des inactions basées sur la responsabilité supérieure. La décision de consacrer le temps à l'effort afin d'établir des relations avec des victimes de violences sexuelles avant, pendant et après l'enquête et le procès. La troisième étape dans la cascade, c'est la réunion des éléments de preuve. Les notions préconçues ou un tableau incomplet du plein contexte dans lequel des crimes de violence sexuelle ont été commis peuvent mener à l'enquête insuffisante et à un manque de preuves établissant les éléments des crimes et de leur connexion au conflit plus large. Si les enquêteurs sont focalisés sur certains types de crimes ou font des hypothèses de savoir si ou non la violence sexuelle s'est produite ou à qui c'est arrivé, elle manquera des occasions de recueillir des preuves utiles. Par exemple, les enquêteurs peuvent ignorer de demander aux témoins masculins s'ils ont été des victimes de la violence sexuelle, parce que la présomption est que seulement des filles et des femmes sont des victimes de la violence sexuelle. Aussi, peut-être les enquêteurs peuvent ne pas demander aux femmes plus âgées, aux femmes mentionnées, et aux jeunes filles s'ils ont souffert des actes de violence sexuelle sexistes, car les tabous culturels ont créé des hypothèses que les femelles dans de telles circonstances ne seraient pas soumises au viol ou d'autres formes de violence sexuelle. Si les enquêteurs sont envoyés pour demander à une famille si leurs affaires ont été pilées par des membres de malice et en raison de rumeurs répandues concernant un tel pilage, mais ne posent aucune question concernant d'autres actes de violence tels que la violence sexuelle, elles peuvent échouer à découvrir des preuves utiles à sujet de l'incidence de violence sexuelle et comment la violence sexuelle pourrait être reliée aux crimes de pillage ainsi que d'autres crimes. Réciproquement, si les enquêteurs posent des questions aux témoins concernant la violence sexuelle, mais ne posent pas de questions sur le contexte dans lequel cette violence s'est produite, à savoir si elle a eu lieu lors ou au même endroit qu'un conflit armé dans la localité, si les soldats étaient présents dans la localité ou si d'autres crimes ont été commis contre les civils qui se sont produits avant ou lors des actes de violence sexuelle. Des preuves de la connexion entre la violence sexuelle et le conflit ou la plus large attaque contre des civils qui sont utiles d'établir les éléments contextuels pour le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité peuvent être perdus. Les préjugés implicites de la part d'enquêteurs peuvent limiter la collection de preuves au sujet des crimes de violence sexuelle en créant des hypothèses concernant la pertinence de violence sexuelle par rapport au modèle plus large des crimes, le motif ou l'intention des auteurs de violence sexuelle, la crédibilité du témoin basée sur le genre et ou les idées fausses au sujet de rapports faux de violence sexuelle, l'importance de la poursuite de preuves même s'il n'y a aucune corroboration, et la bonne volonté ou la réticence des victimes de venir témoigner lors du procès. La quatrième étape dans la cascade, les charges. Les accusations apportées réduisent au minimum ou omettent des crimes de violence sexuelle ou ne reflètent pas précisément leur nature, sévérité ou lien avec des autres crimes. La cinquième étape, le procès.
Les preuves minimales de violence sexuelle donnent une image inexacte de son rôle, font pression sur peu de témoins qui peuvent les mener pour se retirer. L'enquête inégale mine la crédibilité des victimes et la découverte de nouvelles preuves peut être indiquée trop tard pour tenir compte de la modification des accusations. Deuxième étape, le jugement. L'accusé prouverait humblement pour être acquitté des charges de violence sexuelle dues à la preuve insuffisante et un manque d'accent sur des actes de liaison de violence sexuelle ou des autres crimes ou des éléments contextuels des crimes internationaux. Et la septième étape, phase d'après-procès. Les victimes de violences sexuelles manquent d'accès à la justice, y compris des réparations, et le manque d'un accent sur la violence sexuelle rend d'autres victimes peu disposées à participer aux enquêtes et poursuites à venir. Le recette du conflit émergent des jugements réduit au minimum l'expérience des victimes. D'autres tribunaux ont fait face à des hypothèses et des biais sur chacune de ces questions et la jurisprudence reflète des manières par lesquelles ils ont rejeté des idées fausses et par conséquent surmonté des obstacles à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Merci d'avoir regardé cette formation. Nous espérons que les informations fournies sont utiles. Voici quelques ressources supplémentaires pour plus d'informations sur ce sujet et sur des sujets connexes.